là où il y avait une dévotion de nos ancêtres pyrénéens dans un endroit, les religions qui se sont succédées, surtout la religion catholique, chrétienne, donc ont mis une croix dessus. Voilà, ça. Une emprise. Voilà. Une emprise. Voilà, on a essayé de détourner les gens de leur croyance païenne. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, mais pour toi aussi, tu me disais ce matin, parce que là je m'adresse donc à Christian, que tu as participé, toi, pour Saint-Aventin. Aux cérémonies qu'il pouvait y avoir, donc que tu as participé, donc c'est pas si vieux que ça remonte... Pas du tout, tout est décrit dans le livre. Ça remonte à 50 ans. C'est tout récent. Non. Mais cette année, au mois de juin, ça s'est fait encore. Ah, ça s'est fait encore. Ça se pratique encore. C'est un des rares oratoires dans la région qui est encore pratiqué, et à tel titre, déjà debout, en bon état, et en plus, qui donne lieu à ce genre de choses, quoi, ce genre de procession. Et est-ce que le Val d'Aran vient toujours ou pas? Alors, le Val d'Aran envoie toujours les bougies. Ils envoient toujours les bougies. Ils envoient toujours les bougies. Mmh. Par rapport à des miracles qu'aurait fait, parce que c'est la légende qui dit. Voilà. D'accord. En général, c'est ça. Donc au mois de juin. On est redevable à Saint-Aventin, donc, voilà. Et en contrepartie. Et donc, dans le Val d'Aran, qui donne, parce que c'est ça je pense que c'est les ecclésiastiques de Bossos qui donnent. Voilà, exactement. Oui, maintenant, avant c'était... la mairie peut-être? Non, pas du tout, c'est religieux. Non, ça certainement au départ, ça a dû être certainement un groupement d'habitants avec leur dévotion propre, qui ont fait que c'est venu par le biais du curé de Bossos. D'accord. Voilà, donc c'est marrant. Premièrement, moi je ne le savais pas. C'est en parlant ce matin que tu m'as dit ça. Et je trouve ça plutôt intéressant. Plutôt intéressant parce que ça monte, parce que c'est la vallée à côté. Saint-Aventin, c'est pas la porte non plus à côté. Mais ça n'empêche qu'il y avait donc un regroupement d'idées et de personnes à un endroit bien précis. Donc pour Saint-Aventin. Avec la participation de tous les villages. Avec la participation de tous les villages. Qui venaient avec banderoles, les bannières, etc. Et ça, tu l'as vu, l'histoire avec les bannières? Oui, mais c'est récent en fait. Ça continue. Ça continue. Mais pas avec les rassemblements des autres villages en fait. Chacun a sa messe dans la journée. Luchon a une messe spécifique à Saint-Aventin. Oui. Ah, d'accord. Ensuite vient Saint-Aventin, puis la messe des villages alentours. D'accord. Okay. Oui, mais c'est vraiment une dévotion qui est bien marquée. De toute façon, toutes les messes ici suivent, il y a tout un rite calendaire. Chaque jour, étant dédié à les saints, automatiquement, quand le curé fait sa messe, normalement, il va faire mention de la dévotion à tel ou tel saint. Il y en a souvent plusieurs, puisque bon, il y a plus de saints qu'il n'y a de jours dans le calendrier, donc forcément, mais d'une manière ou d'une autre, ça obéit quand même, toute cette participation, à des dévotions et à des croyances personnelles, parce que c'est souvent la façon de s'accaparer ces choses-là. Voilà. C'est je vais honorer Saint-Aventin parce que ce jour-là j'ai échappé à un accident, que sais-je, il y a tout c'est plus propitiatoire. J'ai trouvé, je sais pas, l'âme sœur. Voilà, l'âme sœur ou le trésor. Voilà. Oui, exactement. C'est tout à fait. Ouais. Mais il faut noter aussi que Saint-Aventin a ceci de particulier, c'est que le village, c'est un des villages, des premiers villages qui a pris le nom, parce que la transmission du saint vers les groupements de personnes comme ça, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus tardif déjà. Et donc c'est un des premiers noyaux de population qui a pris le nom du saint local, parce que Saint-Aventin c'était Sainte-Marie. D'accord. Donc, et l'église n'était pas dédicacée à Saint-Aventin. Était dédicacée à Sainte-Marie. Eh oui, non, d'accord. C'est pas du tout la dédicace à Saint-Aventin au départ. C'est après que, bon, dans la pratique, alors évidemment on a pu faire évoluer les noms de ces saints-là pour d'autres. On va retrouver Saint-Mamé ici, etc. Oui, non, mais je comprends. Oui, parce qu'au départ, le village s'appelait Sainte-Marie, en fait. Oui, c'est ça. Sainte-Marie, d'accord. Oui, ben oui, je peux comprendre. Ben, c'est un peu...
c'est pas le même cas que Montauban de Luchon, parce que Montauban de Luchon c'était Sainte-Christine en fait. Ah non, il y a un oratoire à Sainte-Christine. C'est un oratoire. Voilà, c'est Montauban, ça fait partie justement alors, de ces oratoires après qui sont associés au Chevalier de Malte. D'accord. Il y a Sainte-Christine, il y a la même chose à Saint-Jean d'Artigues, là-bas, Saint-Jean-de-Yoras, il y a la même chose à Hérontes. Ouais. Là, ce sont des titulaires liés au Chevalier de Malte, un petit peu qui ont jalonné, qui ont fait que ces oratoires-là étaient associés soit des terrains ou des cultures ou des parsans, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire tout un tas de parties de terrains à cultiver qui font qu'il y avait des revenus et à la fois il fallait les accorder à quelqu'un. Donc ces oratoires, c'était en quelque sorte une protection totalement. Qui était donnée donc, aux gens qui passaient. Totalement, ils avaient cette protection. Alors, ça les protégeait d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui y croyaient ou qui y croyaient pas, mais après il y avait aussi la protection physique, c'est-à-dire que quand ils devenaient un petit peu importants, ils étaient transformés en hospitaux, et là on a quand même un hospice. Donc en dehors des hospices majeurs dont on a parlé tout à l'heure, on avait quelques exemples ici sur le canton, notamment à Cobus, à Benquet et ensuite à Saint-Paul. Alors là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. À Cobus, il y avait l'Hospital Saint-Christophe. Il y avait un petit oratoire associé à un bâtiment qui était destiné à accueillir les gens de passage. Donc Saint-Christophe, voilà. Donc c'est situé sur un site qu'on appelle le Plan Mardam, c'est-à-dire c'est entre Cobus et la grange de l'exploitant M. Ladevez, il y a un petit plateau un peu en hauteur, et c'est situé juste à l'entrée du plateau. Il reste les substructures de l'oratoire, le reste a complètement disparu. On a très peu de traces de Saint-Christophe, on ne sait pas très bien quand ça a commencé, mais on sait qu'il y a très longtemps que ça existe. Alors on a deux gros documents qui permettent de dater un petit peu ces oratoires-là. C'est le Pouillet du Comminges, qui est un registre des impositions, on dira, ecclésiastiques de la fin du XIVe, de 1387, où il y a toute la liste de ce qui était reçu par les divers sites ecclésiastiques du Comminges. Et ensuite, le deuxième document intéressant, c'est la visite de Gilbert de Choiseul, qui était l'évêque de Comminges. En 1664, il est venu visiter toutes les paroisses ici du canton. Et il en a laissé un descriptif assez exhaustif. Et donc, c'est à partir de là qu'on sait les oratoires qui existaient en 1387 et qui avaient disparu en 1664, et vice-versa. Et on arrive à les situer, parfois. Des fois, il y a un petit peu ça reste un petit peu flou. Alors, c'est le cas justement de l'oratoire qui était dédié à Notre-Dame du Mont-Carmel, à Saint-Paul-Louis. À Saint-Paul, quand Gilbert de Choiseul vient en 1664, il visite l'église, et dans le fond de l'église, il y a 4 arcades. Il y avait 2 chapelles qui étaient dédiées, l'une à Notre-Dame du Mont-Carmel, et l'autre à Sainte-Colombe, et je ne sais plus quel était le troisième saint. Bref, surtout ce qui avait important, c'est Notre-Dame du Mont-Carmel. Il décrit ces chapelles-là, et en fait, on ne savait pas. Le Mont-Carmel, l'oratoire du Mont-Carmel était situé à quel endroit? Mais c'est un quasi mineur, c'est pas... Non, mais c'est pas ça. Oui, non, mais... je parle ça. Le Mont-Carmel, je connais. On va y venir. Le Liban et Israël. Voilà, justement, on va y venir. C'est là que, en fait, ces chapelles-là, avant d'être physiquement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, physiquement matérialisées sur le terrain, elles étaient d'abord dotées. Il se trouve qu'au XIVe siècle, là, on peut arriver... c'est une hypothèse, à faire un lien un petit peu avec les grandes épidémies. Fin XIVe siècle, on a subi au milieu du XIVe siècle une grande épidémie de peste. C'est une peste très très virulente. Donc, juste après, on voit fleurir quelques dotations justement au niveau de ces oratoires, au niveau de ces cultes de saints. Et on a la même chose à la fin du XVIIe, sachant que vers 1652 à 1654, on avait subi une grosse épidémie de peste ici, c'est pareil. Donc on voit fleurir un petit peu ces matérialisations on l'a vu tout à l'heure avec l'oratoire de Saint-Aventin, à 1685, et on a la même chose à Saint-Paul, c'est-à-dire qu'en 1667, donc le passage de l'évêque a été fait, ce qui fait que l'évêque a constaté que la chapelle était dans l'église. Oui. Et donc là on se disait, mais elle était tellement ruinée qu'il l'avait remise dans l'église, parce qu'on ne savait pas, on savait
savait où il était parce qu'on avait trouvé des vestiges, mais on n'avait pas la chronologie. En fait, il se trouve que à la fin du XIVe, un Raymond Cazot avait doté cet oratoire, dont Notre-Dame du Mont-Carmel. Il a fait une dotation, mais à l'intérieur de l'église. Ouais. Puis, le prêtre titulaire de Saint-Paul-Loïc, qui était Arnaud Geiss, à ce moment-là, à la fin du XVIIe siècle, a décidé de consacrer une somme d'argent pour la construction de cette chapelle. Il n'avait pas de terrain. Donc, un descendant de Cazot, donc de Raymond Cazot, qui s'appelait Barthélemy Cazot, lui a procuré le terrain, et alors on avait pris des précautions, parce qu'à l'origine, ce qu'il voulait faire, c'était l'oratoire, plus en faire un hospital, plus le bâtiment attenant pour pouvoir accueillir éventuellement les gens de passage ou les pèlerins. Et donc, il n'avait pas de terrain. Cazot lui donne le terrain, mais il prend ses précautions, il l'a échangé avec le seigneur local qui était Timoléon de Moléon. Il lui a échangé le terrain tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'il soit trop près des habitations, au cas où elles auraient été incendiées, pour pas que l'incendie se propage à l'oratoire. Donc c'était un mode de sécurité, de mise en sécurité de la chapelle Mont-Carmel. Cette chapelle, donc, elle a été bâtie, le terrain se trouve directement en face de l'école actuellement. D'accord. C'est le terrain qu'il y a au-dessus. Il y a une maison qui est construite juste à côté. Et en fait, elle se situerait, il y a une petite haie d'arbres en plein milieu du terrain. Elle se situerait à peu près à cet endroit-là. Elle avait été fouillée à la fin du 19e, mais elle était très mal fouillée, ce qui fait qu'on n'a absolument aucune trace correcte de ça, si ce n'est qu'on savait que l'oratoire était par là. Voilà. Et il n'y a eu que l'oratoire, il n'y a pas eu le reste de l'hospital. Et bon, il a été très rapidement en ruine, pour une raison X ou Y, certainement une histoire de tempête ou de neige. Il a été reconstruit au début du XVIIIe siècle, et puis petit à petit, il s'est cassé la figure. Oui, il continuait à être attribué et doté. Par contre, à la Révolution, la plupart de ces oratoires n'ont pas été reconstruits très peu. Par celui de Saint-Aventin, sinon très peu. D'accord. Et il y a une anecdote, justement. On peut dire que Saint-Aventin a la vie dure. Voilà. Il a traversé tout le temps. Lui, il a traversé tout le temps. Et il y a une anecdote par rapport à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Il y avait 2 cloches, normalement. Ouais. Alors, ces 2 cloches qui avaient été dans la baie campanaire de l'oratoire, l'une aurait soi-disant été dérobée au moment de la Révolution par les habitants de Bernet, et elle ornerait le clocher de Bernet. À mon avis, c'est à côté de Bière. La petite chapelle de Bernet. D'accord. Okay. Un petit hameau. Un petit hameau de Bière, d'accord. Ce qui est faux à mon avis, parce qu'on a un autre hospital dans la vallée qui est celui de Benquet. Alors ça, c'est l'hospital de Saint-Cernin. Celui-là, il a été réellement... On a des traces sur le papier du 15e, 16e siècle environ, par là. Mais par contre, on a découvert des vestiges qui nous ont permis de dater le lieu. Donc il est situé dans la montagne, donc au-dessus de Benquet dessus. Quand on prend la piste pour monter aux alignements, au Promenade, voilà, c'est à mi-chemin environ. Il y a eu une tracée d'une piste qui a écorné un jour un des sarcophages qui a été trouvé. On y a trouvé 2 sarcophages en 2001, on y a trouvé 2 sarcophages. D'accord. Et il y avait eu auparavant un autre sarcophage dans le même terrain qui avait été découvert un petit peu plus loin. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer aux fouilles, pas à la découverte, mais aux fouilles de ces squelettes, et en même temps, bon, mes compétences professionnelles m'ont permis de pouvoir en faire l'analyse au niveau crânien, puisque le crâne de chacun des ensevelis était resté en état. Ouais. Et donc ce sont 2 hommes, l'un de 35-40 ans, l'autre un petit peu plus âgé, plutôt dans la cinquantaine, un solide, l'autre un petit peu plus gracile, un petit peu plus fin. Et ils ont été datés au carbone 14, et ça faisait remonter la sépulture au 8e siècle. Ah, c'est pas mal. Donc on savait que l'oratoire existait à ce moment-là, forcément. Ouais. On n'allait pas enterrer 2 personnes comme ça. Comme ça, oui, côte à côte. Voilà. La typologie du sarcophage et tout, collé tout à fait, c'était quand même quelque chose d'assez frustre. D'accord. Donc, lorsqu'on fait cette dotation de carbone 14, qu'on remonte au 8e siècle, donc, comment dirais-je, la religion chrétienne
C'était déjà par rapport à la religion chrétienne ou c'était sur... bien sûr, dans la mesure où déjà cet oratoire il est dédié à Saint-Cernin. Il faut savoir que Saint-Cernin, qui était évêque de Toulouse, c'est lui qui est parti avec son bâton de pèlerin pour évangéliser tout le secteur, puisque c'est une évangélisation. Lui, il vit au IIIe siècle environ, 250 ou comme ça, bon, 3e siècle, et donc on commence à avoir trace des premiers évêques de Comminges un bon siècle après, quoi. Et encore, ce sont des hypothèses. Donc ces gens-là, ils ont été ces figures marquantes de l'évangélisation de nos montagnes. Attention. Mais ce qui est bien, c'est que le 44 donc nous a daté vraiment. Oui. Celui-là, il est daté. Donc ça c'est bien. Parce qu'on en trouve quand même, on trouve tout un tas de traces après sur le plan documentaire, chez les notaires, les attributions à des titulaires. La plupart du temps, par exemple, Saint-Cernin était attribué au prêtre, à l'archiprêtre Saint-Paul, puisque il y avait le prêtre et archiprêtre étaient regroupés. Ces 3 villages que sont Benquet, Saint-Paul et Sacourviel étaient regroupés sous l'autorité de l'archiprêtre qui était à Saint-Paul, et c'était lui souvent qui récupérait la dotation de l'hospice Saint-Cernin. D'accord.